Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Très heureux de vous retrouver après une semaine qui a été compliquée pour l'Impact de Montréal depuis notre dernière émission. On va en parler au cours des prochaines minutes. On reviendra aussi sur l'évolution de la situation sanitaire en Europe parce qu'on se demande tous qu'est-ce qui va se passer, de quelle manière les ligues européennes, puis de ce côté-ci de l'Atlantique aussi, vont être influencées au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et en fin d'émission, ben, on répondra, comme on le fait toujours, à vos questions envoyées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Tout ça en compagnie de Sidney Fowell et Jean Gounel. Messieurs, comment ça va? Ça va, merci. Très, très bien, merci D'accord. beaucoup. Donc là, commençons, si vous le permettez, avec notre segment en temps additionnel, avec une semaine, je vous le disais, qui a été assez compliquée, merci, du côté de l'Impact. Il y a eu ce premier de 3 matchs en une semaine aux États-Unis face à Philadelphie le week-end dernier. Mais on va se pencher, Sid, si tu le permets, sur la dernière rencontre qui a été jouée. C'est un court déplacement du New Jersey vers la Nouvelle-Angleterre pour l'Impact qui est allé s'incliner 3-1. Bonne nouvelle, pas de carton rouge pour la première fois en 4 matchs du côté des troupes de Thierry Henry. Mais on retient quoi de ce match-là? Ben, déjà que c'est passé proche, le quatrième carton rouge, Lobbings qui marche sur le crampon, sur le talon, pardon, d'un adversaire. On retient une équipe de l'Impact à court d'idées, dans un nouveau système, dans son ancien système qu'elle a remis au goût du jour, du 3-5-2, qui a montré beaucoup de lacunes défensivement. Je vais peut-être y revenir avant de laisser les gens s'exprimer, mais à vous parlez de deux aspects qui m'ont vraiment beaucoup dérangé dans la défense de l'Impact de Montréal. Pour toi, Jean, quand tu regardes ce match-là où on avait l'impression que tu devais faire tourner quelque chose. Finalement, ça a été quelques visages qui ont tourné, mais surtout un système de jeu, comme Sid l'a dit, qui est revenu à quelque chose qu'on a vu davantage en début de saison, qu'on a vu à Orlando. Est-ce que c'était une surprise de voir ce nouveau système-là pour toi? Oui, oui, d'une certaine façon, parce qu'on avait quand même l'impression qu'il y avait une étape de franchie et puis que depuis plusieurs semaines, on était passé à quelque chose d'autre. Est-ce que d'une certaine façon, comme on en parlait la semaine dernière, Thierry Henry a vu qu'il commençait à y avoir un peu d'essoufflement. Est-ce que la perte de Taider l'a amené à envisager quelque chose de différent pour répondre ponctuellement à une situation? Il est revenu dans une formation, oui, qu'on a vu en tout début d'année, avec laquelle ça s'était relativement bien passé, qui est une formation un peu plus réactive, je dirais, face à une équipe qui est très physique, qui presse beaucoup. C'était pas fou au départ. Le problème, c'est qu'il faut du gaz pour jouer comme ça, et on a vraiment vu que l'Impact n'en avait pas. Et on a parlé de fatigue, on en a parlé, nous, la semaine dernière. On en a parlé, Thierry Henry en a parlé, Sam en a parlé aussi dans son analyse d'après-match. Oui, on s'y attendait un peu. Et le système arrange pas les choses non plus. On le voit avec la blessure de Okonkwo. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on le sent très très vite dans ce match-là. On sent que les passes sont pas appliquées et on sent que la fatigue a un effet qui est terrible au niveau de la concentration. On a l'impression que les joueurs ont un temps de retard continuellement dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Là, on est obligé de revenir sur cet élément fatigue qui a aussi été souligné, par Thierry Henry dans ses commentaires d'après-match, à juste titre. Maintenant, Jean a glissé un mot sur la blessure de Saphir Taider. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, cette blessure-là, elle s'en venait comme le train de 5 heures. Là. Ça faisait des jours et des jours qu'on trouvait qu'on tirait tellement sur l'élastique, surtout avec lui, à qui tu donnes un rôle où tu as beaucoup de liberté comme numéro 10. Après ça, tu le ramènes dans un rôle un petit peu plus défensif pour permettre à Boyan de jouer comme numéro 10. Mais finalement, je pense que personne n'est vraiment surpris de voir Saphir Taider blessé à la veille du match face à la Nouvelle-Angleterre. Mais cette notion-là de fatigue qui est tout à fait compréhensible et la gestion dont Thierry Henry en fait, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est sûr que des blessures pour accumulation sont
attendu, malgré que je pense que j'aime bien l'argument de Thierry Henry qui affirme qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer beaucoup et ne pas se blesser, comme Samuel Piet ou comme Binks par exemple pour l'instant, mais aussi des joueurs qui jouent très peu et qui se blessent très fréquemment. Je pense que Jackson Hamel en a un exemple et au concours on a été un après sa blessure au bout de 20-25 minutes de jeu. Donc c'est pas non plus une science exacte. On a eu l'occasion d'en discuter aussi avec Samuel Piet. Les joueurs ne vont pas le dire lorsqu'ils sont fatigués. Les joueurs veulent jouer le plus de temps possible. Donc ça complique aussi un peu la tâche du staff dans cette rotation. Mais au concours, je pense que voilà, il a un profil musculaire, un profil de jeu qui amène ce type de blessure, hein, ce genre de pointe à la cuisse, et qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Maintenant, sur la gestion de l'effectif, il y a le retour de Maciel, il y a eu l'insertion de Khalifa Yao, Corrales, ça faisait aussi longtemps qu'on l'avait pas vu. Il y a des ajustements qui se font à la marge, peut-être pas de façon aussi spectaculaire que parfois on aimerait voir. Et je crois que pour l'instant, faisons confiance en gardant en tête aussi que l'aspect performance est important. On a bien beau vouloir réclamer toujours le joueur du banc. Je pense qu'à l'Impact de Montréal, les absents ont toujours raison. C'est assez fascinant, comme les absents seront toujours la réponse. Mais c'est une façon de voir qu'il faut peut-être aussi changer parce que certains, lorsqu'ils ont l'occasion de jouer, ne sont pas forcément des réponses aux problèmes qui sont posés. Oui, mais les joueurs qui étaient là sur le terrain, est-ce qu'eux étaient une réponse aux problèmes posés? Boyan n'était pas souvent sur le terrain. Il a joué, comme j'ai cité aussi d'autres joueurs on parle parfois de l'impact offensif de Rukai Raitala qui est pas au niveau. Corrales n'a pas apporté grand chose non plus sur son côté. Donc je veux dire, c'est qu'il y a des rotations qui se font aussi, et il faut aussi que certains joueurs soient analysés sur le quart d'heure, la demi-heure ou la mi-temps qui sont donnés, et qu'on s'aperçoit est-ce que véritablement, lorsque par exemple, je prends un exemple, Broguillard qui est l'un des meilleurs performants, on fera le bilan de mi-saison, mais Broguillard qui est l'un des meilleurs joueurs de la saison, lorsqu'on commence à réclamer Bahia, parfois je m'interroge sur l'idée que est-ce que c'est vraiment du changement pour du changement, ou on est toujours dans l'analyse de performance et que les joueurs qui tiennent satisfaction devraient continuer à jouer? Ben là, Sid, moi là-dessus, c'est intéressant parce que je partage pas du tout ton point de vue, sachant que les matchs viennent aux 3 jours. Parce que si c'est juste pour faire tourner, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, Zachary Brault-Guillard, tu joues dans un 3-5-2 que tu anticipais déjà la fin de semaine d'avant parce que tu nous as dit après le match face à l'Union de Philadelphie que Khalifa Yao y est entré pour une raison, c'est parce que tu réfléchissais à ce qui s'en venait le match suivant. Ça veut dire qu'à partir du moment là où tu te fais exploser à Philadelphie, tu sais à la 47e minute que ce match-là est mort, tu es déjà en train de penser, puis ce chapeau à Thierry Henry au prochain match, tu fais rentrer Khalifa Yao, mais pourquoi tu sors pas Zachary Brault-Guillard, sachant que ton 3-5-2, là, il tient à lui. Tu sais que sur le côté gauche, tu n'auras rien parce que tu n'as pas un gars qui est capable de galoper vers l'avant. Ça va se passer sur le côté droit. Il était comment Zachary Brault-Guillard dans le 3-5-2? Il était bien moins flagrant qu'à l'habitude, et je pense que comme c'était un peu mon point sur les buts, je voulais revenir un peu sur les buts. Donc il y a deux choses qui m'ont vraiment dérangé. D'une part, le moment où les buts sont pris, à la 47e et à la 49e, deux instants qui sont extrêmement cruciaux dans le foot, on le sait. Je reviendrai pas forcément sur le fait que ce soit un coup de pied arrêté. L'Impact a quand même réglé ces problèmes de coup de pied arrêté. Ça va en arriver des buts sur coup de pied arrêté, mais ce qui me dérange plus, c'est vraiment à la 47e. Et puis, on sait très bien dans le foot, lorsqu'on est mené, les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps sont les plus importantes, et l'Impact a coulé à ce moment-ci. Ça me dérange. Maintenant, aussi dans la manière dont les buts ont été pris, et là, je te rejoins sur le 3-5-2, et que peut-être qu'il faut passer à autre chose. D'une part, parce qu'il dépend beaucoup de Brault-Guillard, mais aussi dans la façon de défendre. Sur les deux buts, l'Impact est complètement attiré par le ballon, et on a trois défenseurs à chaque fois. Binks, on a parfois Wanyama, on a Yao, qui sont sur le porteur. Sur le premier but, sur le deuxième, Fagundes décide Bou décide de tirer, mais il aurait pu donner à Bunbury, il aurait pu la donner. Donc il y avait deux joueurs qui attendaient juste pour faire un tap-in devant Diop. Et sur le troisième but, on est dans la même situation, et cette fois-ci, je pense que c'est Buchanan qui décide de la donner à Fagundes, qui se retrouve tout seul devant Diop et qui marque. Et à chaque
fois, on a cette espèce d'aspiration vers le porteur et on a complètement laissé libre genre, des joueurs. Et ça, je ne sais pas si c'est effectivement comme dû à le fait que quand il y a 3 défenseurs, les autres, les ailiers, les pistons, ne se sentent pas forcément très concernés. Parce que sur la séquence, Broguillard, sur le deuxième but, on le voit, il trottine, mais il regarde de loin. Sur l'autre but, c'est plus Piette qui trottine et qui regarde de loin, qui se dit, ils sont suffisamment pour le gérer. Mais il y a un problème. On parlait aussi un peu de leadership défensif. Est-ce que c'est peut-être l'absence de Camacho, la présence de Bush? Je ne le sais pas. Mais sur ce système de jeu, ce qui me dérange énormément, c'est que l'occupation de l'espace est très, très, très mauvaise défensivement, et on l'a vu sur la séquence des buts de New England. Jean, je veux t'entendre dans un instant sur le bilan de mi-saison qu'on va faire pour l'Impact de Montréal. Juste pour fermer sur ce sujet précédent, Sid, en même temps, tu nommes Samuel Piette et Zachary Broguillard, qui ne sont pas les plus rapides dans le pressing. Je reviens à la même chose. Il reste quoi comme carburant? Tu nommes deux gars. Non, mais tu nommes, pas dans l'effectif, mais tu nommes 2 gars qui sont brûlés. Ils n'ont plus rien dans le carburant, ces gars-là. Et moi, quand j'entends Thierry Henry dire, vous savez, c'est pas Samuel Piette qui s'est blessé, c'est Orji Okonkwo. Oui, mais là, c'est un peu malhonnête intellectuellement, sachant que Saphir Taider, ça t'est arrivé, alors que ça fait une semaine qu'on dit que ça va arriver à Saphir Taider. Là, si ça arrive à Samuel Piette au prochain match, on dit quoi? Ah, c'était autre chose. C'est pas autre chose, c'est que ces gars-là sont surtaxés en ce moment. Et dans des matchs où tu es encore dans le coup, 1-1 contre le Toronto FC, quand tu sais que ça te met peut-être en finale du championnat canadien, aucun problème. 4-2 à Vancouver, sachant que tu as besoin du différentiel pour aller en finale du championnat canadien, aucun problème. Continue de tirer sur l'élastique. Tu te fais exploser contre Philadelphie, change. Tu te fais exploser après ça en Nouvelle-Angleterre, change. À chaque fois, tu sais que dans 3 jours, tu as un autre match à jouer. Là, on va dire quoi après le match dans la fin de semaine? Ah, la fatigue, tu sais, contre les Red Bulls qui sont intenses dans le pressing, ça a été un gros facteur. Oui, tu sais, quand il neige, c'est blanc à terre. C'est sûr que ça va être un gros facteur. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le fait qu'on utilise la fatigue comme explication, et c'est vrai, mais que de l'autre côté, on ne fasse pas tourner l'effectif en nous disant il faut garder de la solidité. Où ça, la solidité? Cette équipe-là a été pourrie sur les 2 derniers matchs. C'est correct, ça t'arrive. Puis après, ils peuvent être extraordinaires sur les 3 prochains. Mais pour moi, il faut que tu fasses tourner l'effectif. Sinon, parle-nous pas de fatigue. C'est là que la cohérence sort par la fenêtre, à mon sens. Ceci dit, c'est pas ces 2 matchs-là qui résument une moitié de saison au complet. Moitié de saison un peu bancale, les gars, on en convient, parce que 2020, ça a été particulier, ça a été tronqué. Mais si on a une analyse à faire de cette moitié de saison-là, Jean, tu commences par où? Par où? J'irai sur, disons, la partie positive. La partie positive, c'est que il y a des joueurs sur lesquels on se posait des questions et qui confirmaient qu'ils étaient bien, qu'ils avaient bien leur place. On a parlé de Kyoto, on a parlé de Binks. Même si sur Binks, j'ai encore certaines réserves, mais tu vois le chemin de progression et c'est vraiment le mieux qu'on peut demander. Des joueurs qui ont gagné certainement en volume, je pense à Sam Piette, qui ont gagné en responsabilité, je pense à Taider. Donc il y a un certain point et on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui se met en place, qui était un petit peu le projet annoncé en début de saison. Il y a beaucoup de questionnements sur je dirais la dynamique. Est-ce que Wanyama, jusqu'à quel point Wanyama s'est bien intégré au système? Je me demande un petit peu, je suis pas encore complètement persuadé. Est-ce que c'est un système? Bon, Boyan, c'est clairement une question, un point d'interrogation. Est-ce que on a vraiment des joueurs qui sont, on parle justement de tournant, de rotation. Est-ce qu'on a des joueurs qui sont pas un petit peu à la traîne là-dedans, des joueurs qui ont beaucoup de mal à venir s'intégrer dans le système? Et là, on rejoint la discussion qu'on a. Est-ce que le fait de ne pas en utiliser autant fait que on crée carrément 2 catégories dans l'effectif? Je pense que là, maintenant, c'est le questionnement qu'on peut avoir. Oui, donc le bilan à mi-saison,
on n'a pas le choix de considérer les 3 dernières défaites. Je pense qu'ils basculent vers correct / médiocre. C'est peut-être ces défaites-là sont peut-être annonciatrices donc, comme de ce qu'on va vivre dans le calendrier de la suite de saison, de ce fameux calendrier dont tu parlais. Des matchs maintenant que l'impact va être établi au New Jersey. Mais bon, ça a bien commencé. Je pense qu'on a vu des belles choses. On a une équipe comme qui prend sensiblement moins de buts que l'an passé. On a des belles surprises au niveau de certains joueurs, comme Jean l'a souligné. Je voudrais ajouter aussi à cette liste-là Clément Diop. Clément Diop qui est là en ce moment le deuxième meilleur gardien au niveau des arrêts dans la MLS, juste derrière Sean Johnson. Et c'est aussi le deuxième gardien qui reçoit le plus de tirs dans la MLS, derrière San José, avec Vega. Donc on a quand même un Clément Diop qui performe bien, ça a souligné. Biggs à 19 ans, c'est le même âge que Kari Fayao, qui est vraiment une très très belle surprise. Broguillard, pareil, je pense qu'il joue à la hauteur de son talent et de son volume de jeu. Piet dans ce rôle avancé que j'aime beaucoup. Maintenant, Kyoto aussi, excellente surprise, 7 buts, on n'aurait pas pensé qu'il aurait marqué autant, ça n'a jamais été son rôle vraiment de jouer attaquant. Mais l'impact de Montréal, effectivement, je pense que dans la gestion d'effectifs globalement, moins pour au niveau des changements, mais dans cette gestion d'effectifs, c'est l'idée que il y a un vrai écart. C'est pas une impression, il y a un écart. Il y a 2 groupes. Et je pense que ça aurait été encore plus accentué s'il n'y avait pas eu cette suite de cartons rouges qui touchait des joueurs qui étaient vraiment dans le 11 partant de Thierry Henry. Il y a un gros écart et on a des joueurs qui sont complètement, pour l'instant, mis de côté et ce sera vraiment très compliqué pour eux pour des questions de rythme et des questions de tactique, genre comme d'attente. Ce sera très compliqué pour eux d'insérer et de contribuer dans l'effectif. Maintenant, je pense que voilà, on est malheureusement les derniers matchs sont trop importants et le match même contre New York est trop important. On est contre des équipes qui sont au classement au même niveau que l'Impact de Montréal. Et pourtant, on a vu l'Impact de Montréal complètement déclassé par un New York par des Revs qui sont pas une bonne équipe offensive, pas du tout même. Mais on a accordé 20 tirs contre eux. On s'est fait manger dans tous les secteurs de jeu. Et ça, je ne sais pas à quel point c'est révélateur ou bien la fatigue, on sait qu'il y aura quand même une semaine entre le prochain match après, est une raison à ça. Je trouve ça intéressant, les gars. Vous faites le bilan de mi-saison d'une première campagne avec Thierry Henry à la barre de l'équipe. Vous passez tous les joueurs, puis il n'y a personne qui parle du coach. C'est vrai. Je pense que c'est un Jean? en soi. Ah ouais? Non, mais au vrai, parce que à quelque part, les gars, Thierry Henry, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop comment analyser son travail parce que jusqu'à il y a 2 matchs, là, tu disais, il y a quelque chose de positif qui se passe, ça n'a pas été idéal, tu es passé à côté de la finale du championnat canadien, mais dans le jeu, il y a quelque chose qui s'installe. Éventuellement, Boyan va revenir, Taider est sur la pente ascendante, mais là, avec quand même, tu parles de Clément Diop, je comprends que si tu regardes juste le gardien, mais c'est quand même un gardien qui a encaissé 10 buts en 3 matchs. Bon, il y en a 7 là-dessus où en face, en fait, en avant de toi, tu avais seulement 9 gars parce que l'équipe était réduite à 10 hommes. Mais prends un coup de mieux au retour de Orlando défensivement, tu solidifies un petit peu, tu tiens tête à Toronto. Là, tu te dis, hey, il y a quelque chose qui se passe. Là, finalement, ça plante avec les expulsions. Là, on se demande comment la gestion d'effectifs fait en sorte que tu vas réussir à survivre physiquement. Tu reviens à un ancien système qui se défend peut-être sur ce match-là, mais j'ai l'impression, Jean, que c'est tellement difficile sur 3 ou 4 matchs d'avoir des repères. C'est très inégal, que ce soit dans les choix de Thierry Henry ou même dans ses commentaires. Après, on n'a pas la certitude qu'on est capable de répéter match après match, pourtant avec la même approche, la même philosophie. Pourtant, on pensait s'en aller dans cette direction-là avec la séquence de matchs contre Vancouver et Toronto, comme je le disais. En comparaison avec Rémi Garde n'était pas heureux de son groupe sur ses 6 premiers mois, sur sa première moitié de campagne, mais on sentait que c'était quand même assez, je ne veux pas dire cohérent, constant comme discours, alors qu'avec Thierry Henry, c'est le contraire. Je reviens avec ce feeling-là que c'est toujours une boîte de Cracker Jack qui nous attend pour le prochain match.
Ok. Je pense qu'il y a deux éléments dans ta question. Sur Thierry Henry, purement, Thierry Henry est en train de compléter, en train d'effectuer sa première saison pleine comme entraîneur. Je pense Mhm. qu'il s'agit pour lui aussi d'un certain type d'apprentissage dans la gestion, qu'il n'a pas les outils actuellement, vu la situation, de travailler sur du véritable long terme. Tu n'arrives pas en février, on est en septembre maintenant, en disant voilà, mon projet s'est déroulé de telle et telle façon. Hein. Ça a été clairement du bricolage, aussi bien dans le calendrier que dans les opportunités, c'est-à-dire les matchs qu'on va te présenter, que dans ta gestion de l'effectif. Donc je pense que c'est aussi un apprentissage pour lui. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut lui laisser une certaine marge d'erreur ou de questionnement, c'est sûr. Et là, il se retrouve dans une situation où, eh ben, comme tout ce qui est sous-jacent à la discussion qu'on a là depuis 5 minutes, c'est quoi? C'est la fuite en avant. C'est que il n'y a pas un match sur lequel tu peux dire, OK, on va démarrer un nouveau cycle ou une nouvelle série avec en faisant tourner, en abordant peut-être une autre façon de voir le jeu, parce que le prochain match a lui-même un enjeu et que oui, mais si on change trop de joueurs, peut-être que ça va pas tourner et on va se retrouver avec encore plus de questionnements après. Je crois qu'on est en train un petit peu de perdre un certain nombre de repères qui et là, je parle donc au niveau de Henry et puis donc de la direction générale vers laquelle l'équipe veut s'en aller. On est en train de perdre certains repères qui semblaient s'être mis en place. Très intéressant, Alors, les gars. Si pour, vous le permettez. Oui, vas-y, Seb, rapidement. euh, je pense que pour le discours, c'est tout à fait normal. Un des mots-clés des discours de Thierry Henry, c'est adaptation. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Donc, on a effectivement une philosophie qui change en fonction comme des enjeux, en fonction de l'adversaire. Et je crois que là où c'est compliqué de faire des comparaisons dans l'absolu, c'est que l'Impact de Montréal a véritablement déjà connu 3 saisons. On a la première partie de saison, donc comme avant l'arrêt. On a la saison en Floride, qui est une saison en soi, et on a le mini-championnat canadien, qui était une saison en soi. On arrive dans une quatrième saison. C'est pour ça que ça rend notre travail un peu compliqué de l'analyse de la mi-saison, parce qu'on a vraiment 3 moments très différents et qui ont des conclusions très différentes. Tu m'aurais parlé après Orlando, c'était une catastrophe complète dans le jeu, dans les idées et dans la gestion du groupe. Ce qu'on a vu durant le mini-championnat canadien, la performance contre Vancouver, certes, c'est pas la meilleure équipe de la MLS, mais on a vu quelque chose de très cohérent. On a vu aussi des choses intéressantes dans une partie même contre l'Union. Mais là, on rentre dans une autre, et puis même contre Toronto, c'était intéressant. Mais là, on rentre vraiment dans une autre saison et peut-être que les enseignements qu'on a de ces 3 moments ne valent plus rien puisqu'on on est dans des circonstances qui sont trop différentes. Et en plus de ça, d'un coach qui, là, depuis le début, dit on va s'adapter, on fera selon les adversaires, on fera selon le moment, et qui a toujours eu un petit peu ce jeu de cacher ses cartes en fonction des matchs qui étaient présentés. On va laisser l'impact de Montréal de côté, messieurs, pour balancer vers notre segment en temps additionnel. Jean, j'aimerais ça t'entendre. Là, c'est un petit mini cauchemar que je suis en train de revivre en ce moment parce qu'on a fait exactement le même exercice ensemble au printemps, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Le coronavirus, on savait à peu près pas ce que ça voulait dire, ce que ça représentait. On a du recul qui nous donne une perspective pas mal plus claire sur ce que ça peut représenter pour le sport de manière générale, le soccer partout sur la planète, pour nous en tant qu'individus aussi. Là, tu t'attends à quoi, sachant qu'il y a des gros resserrements en Europe, des mesures sanitaires? Qu'est-ce que tu vois venir dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois pour le foot? Bah, en fait, on a une perspective pas mal plus claire et je dirais pas mal plus inquiétante. Parce que là, on se rend compte qu'essentiellement toutes les craintes dont on avait parlé au mois de juin
se concrétise, se réalise. Effectivement, on voit à peu près partout, quasiment partout, un nombre en recrudescence et en augmentation continuelle du nombre de cas, un resserrement de toutes les mesures la Premier League, on va prendre, disons, les cas les plus flagrants, qui étaient en train d'envisager et de préparer un retour progressif dans les stades pour les spectateurs, est en train de dire non, ok, on laisse tomber parce que c'est la dernière chose qu'on veut maintenant, avec toutes les répercussions. Alors, aussi ces répercussions, on a bien vu là, on a vraiment clairement vu ces derniers mois qu'elles étaient de deux genres, sportives, économiques. Sportives, on va arriver très rapidement, je pense, à des questionnements, voire à des impasses, c'est-à-dire que plus il va être difficile de voyager. N'oublie pas qu'on a déjà repris, par exemple, les Coupes d'Europe. Hein, on est dans les tours préliminaires, etc., qui demandent beaucoup de voyages, beaucoup de disponibilité. Ça va devenir de plus en plus compliqué, à mon avis. On commence à voir des matchs reportés parce qu'il y a des cas qui sont révélés dans les heures qui précèdent un match. Donc tout ça va précipiter, et sur le point de précipiter, une grosse congestion d'un calendrier qui est déjà pas mal congestionné dès le départ, parce qu'on a décidé que cette saison 2020-2021 allait se disputer sur une durée peut-être un peu plus courte, parce qu'on veut essayer absolument de forcer certaines échéances qui sont par exemple l'Euro. On n'a pas encore sportivement repris les principales compétitions au niveau international qui, elles aussi, doivent retrouver leur place, mais on ne voit absolument pas. Quand, n'oublie pas par exemple que l'Euro qui devrait avoir lieu au mois de juin, on n'a pas encore le nombre total de qualifiés. Hein. Je parle même pas d'autres compétitions, par exemple le mondial des clubs qui a lieu tous les ans au mois de décembre. Je vois mal avoir lieu là, parce que là non plus, on n'a pas encore tous les participants, et je vois pas la CONCACAF par exemple décider de son champion dans les 2 mois qui viennent. Hein. Donc sportivement, on est déjà dans une situation où waouh, qu'est-ce qu'on va faire sur les mois qui viennent. Économiquement, wow, ça craint encore plus, parce que là, on est vraiment aux portes pour un certain nombre de clubs du dépôt de bilan. Financièrement, il y a des clubs qui pensaient pouvoir ressortir la tête de l'eau à l'automne, en disant on va retrouver une certaine normalité ou une certaine régularité. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Des clubs qui vivent de l'apport des spectateurs, des clubs qui ne sont pas forcément dépendants de l'argent, par exemple, de la télé. Et il y en a. Il y en a beaucoup. Là, on voit Wycombe qui dépose son bilan là, ces dernières 48 heures. Et je pense que là, ça risque vraiment d'accélérer, parce que les mises à pied ponctuelles, etc., ça ne va pas pouvoir durer. Donc là, ça devient extrêmement inquiétant, et très sincèrement, je vois pas où on va. Je vois pas du tout où on va. Je peux pas dire ça va être tout va s'arrêter, ou on va trouver des moyens. Je vois pas comment on va pouvoir trouver des moyens de continuer, si la situation continue de s'empirer comme ça. Comment on va pouvoir continuer la saison, honnêtement? Ce que je retiens de ces commentaires-là, Jean, c'est qu'il faut en profiter pendant qu'on a du ballon à la télé, pendant qu'on a du ballon autour de chez soi. Vas-y. La MLS peut s'en sortir relativement du fait que de novembre à mars, il ne devrait pas y avoir grand-chose, et elle a montré qu'elle est capable de réagir de mettre en place des échos, des mini-systèmes qui peuvent lui permettre de survivre. Pour combien de temps, là aussi, je ne sais pas, parce que évidemment, tu as la situation aux États-Unis qui est probablement le pire du lot. Oui, et c'est plus compliqué de l'autre côté de l'Atlantique, comme tu le disais, où on n'a pas nécessairement eu cette notion de bulle, comme ça a été le cas en MLS pour d'autres sports nord-américains. Et comme je le disais tout à l'heure, Sid, ben, ça fait en sorte qu'on veut apprécier ce qu'on a pendant qu'on l'a. Et il y en a un qu'on est en fait très heureux
d'avoir en Premier League, c'est Marcelo Bielsa. J'ai eu l'occasion l'année passée de parler avec Rod Fanny, défenseur de l'Impact, qui l'a croisé comme entraîneur à Marseille, puis il disait, écoute, c'est un phénomène. Il avait fait acheter des cartes de golf pour se déplacer à l'entraînement avec des écrans dessus, puis c'était pour nous expliquer tactiquement ce que... Puis finalement, ben, ça a coûté une fortune, ça a coûté des milliers de pounds, puis on n'a jamais utilisé les cartes de golf. Quel spécimen, puis on est tellement chanceux de l'avoir, pas en Championship. Le Championship en a profité l'année dernière, mais avec leur promotion, ben là, c'est en Premier League qu'on peut l'apprécier. Oui, tout à fait, tout à fait. Marcelo Bielsa, El Loco, on connaît tous son surnom. J'ai une citation à vous partager, messieurs. Donc, gagner ou perdre, tout le monde peut le faire. C'est la noblesse des moyens qui est important. Je trouve que ça résume bien Marcelo Bielsa. Donc, comme on a l'importance du jeu, on a toujours cette idée avant tout que le contenu précède et prend le pas sur les résultats. Et on l'a vu avec ce premier match contre Liverpool, ce 4-3 extraordinaire qui vraiment annonce l'arrivée de Bielsa en première ligue. On a derrière, ils perdent contre une Détroit, je pense qu'ils perdent contre Hull au penalty dans la Carabao Cup, et après ils rebattent Fulham 4-3. C'est du Bielsa tout craché. C'est vraiment cette envie en tout temps de faire du dépassement de fonction pour ses joueurs, d'aller vers l'avant. Il y a une autre citation qui est assez intéressante de Bielsa où il dit: je comprends pas pourquoi on ne continue pas à faire ce qui nous a permis d'arriver à un point. Donc, souvent, parfois, les coachs ont le réflexe à 2-0 de changer leur approche. Maintenant, on va défendre. Mais ce qui t'a permis d'arriver à 2-0 peut te permettre d'arriver à 3, 4 et 5. Et ça, c'est vraiment Bielsa, qui a un parcours atypique. On le sait, hein, de Newell's à Atletico Bilbao, Marseille. Il a toujours laissé un très, très gros souvenir, que ce soit au Chili, avec l'Argentine. Et un personnage qui est un petit peu atypique et qui rejoint une certaine idée de l'amour du jeu. Et je pense que c'est pour ça que ça résonne beaucoup auprès des supporters qui oui, certes, veulent ce pragmatisme au niveau des résultats, mais en bowling, ce qui reste très souvent, c'est les émotions. Ces émotions qui sont véhiculées justement par le sport, par les performances des joueurs. Et Bielsa, dans son personnage, parce que c'est un personnage, je veux dire, que ce soit au niveau du survêtement, de la glacière, que ce soit au niveau comme des petites lunettes qu'il a toujours au bout du nez, de son faire semblant de ne pas parler anglais. Tous les joueurs indiquent qu'il parle un bon anglais très correct, mais qui le personnage avec le traducteur le permet de réfléchir à des réponses plus posées. Donc tout ça fait partie d'un personnage que j'invite aussi les gens à découvrir. Il y a un transversal de RMC qui va sortir sur lui, trois très longs épisodes, et je pense que Bielsa, on va avoir beaucoup de fun avec lui en première ligue, scruté par tous les pundits anglais. Je pense que Bielsa, je pense que c'est une très belle, sera une très belle surprise, très belle surprise pour ce personnage qui gagne à être connu. Marcelo Bielsa avec un accent du Yorkshire. Ça doit valoir 1000 piastres. Ça doit être extraordinaire. Les gars, si vous le permettez, on va enchaîner avec nos sujets chauds. 3 questions très intéressantes qui nous ont été posées, toutes sur l'Impact de Montréal. La première, c'est celle de Lou Dog qui nous demande, même s'il est quasi impossible de recruter en ce moment, si des occasions de vendre des joueurs dont on ne voudrait plus à moyen terme se présentent bientôt, est-ce qu'on les considère, quitte à prendre un risque à court terme parce que ça nous priverait de joueurs? Juste une petite parenthèse, c'est pas complètement impossible de tenter du recrutement. Là, on apprenait ce matin que Kevin Prince Boateng est passé près de rejoindre l'Impact avant de finalement signer à Monza, lui qui était avec la Fiorentina. Mais Jean, j'y vais avec toi. Est-ce que sacrifier des effectifs à court terme, sachant que ça te place en meilleure posture pour recruter davantage en 2021 ou pour construire l'équipe que tu veux en 2021, serais-tu prêt à faire ça? Ouais, absolument. Avec une, j'irais pas jusqu'à dire sacrifier. Je pense que ce qui reste à faire durant le bout de saison qu'il faut terminer maintenant est important. Maintenant, effectivement, il faut déjà mettre un pied sur la saison à venir. Et ce pied-là, tu le mets en commençant la première chose, à regarder ton effectif et à envisager comment tu vas le faire évoluer. On l'a dit, on n'a pas encore un effectif clairement marqué
Renard-Henry pour l'instant. Et je pense que c'est le moment, là, actuellement, de commencer à mettre la patte, vraiment la griffe de ce tandem-là dans l'effectif et dans dans l'impact tel qu'on veut nous le montrer sur les prochains mois, sur les prochaines saisons. Donc oui, y réfléchir dès maintenant, oui, agir si l'occasion se présente dès maintenant. Olivier Comeau nous pose la deuxième question. Sid, je la balance dans ta cour. Est-ce que c'est mal de penser, ça montre l'état d'esprit des fans de l'Impact au cours de la dernière semaine, je vous dirais. Olivier nous demande, est-ce que c'est mal de penser que cette saison n'a pas d'importance? Personnellement, je vois aucun avantage à faire les séries. Je suis content de voir mon équipe jouer, mais je suis content d'écouler quelques contrats dans une saison sans importance. Sid, partages-tu ce point de vue assez sombre? Non, non. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Ça, c'est pas à moi de juger, mais comme on dit dans mon show préféré, c'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. Ça, c'est The Wire. Non, la saison compte. La saison compte. Il y aura un champion à la fin de l'année. C'est pas parce que l'Impact éprouve de la difficulté que pour autant ça justifie de dire que la saison compte pas ou n'a pas d'importance. Je pense que si l'Impact enchaîne sur 5 victoires, tout le monde va trouver que la saison est super importante. Et c'est un petit peu, ça me fait penser un peu à la Ligue des Champions où selon le type de champion, les gens trouvaient que c'était une Ligue des Champions qui comptait pour du beurre ou une Ligue des Champions qui a toute son importance. Donc, effectivement, c'est très différent. On vit dans une situation où on n'a pas de match à domicile, où on joue à huis clos, où il y a beaucoup de facteurs qui sont très différents. Cependant, pour les joueurs, ça compte, ils sont payés pareil, il faut qu'ils performent pareil. Et je crois que oui, comme pour rebondir sur le point de Jean, il faut continuer à façonner l'effectif à la façon Guillemot, Renard, Henry, comme je prends le trio des hommes forts de l'Impact de Montréal. Il faut continuer, s'il faut vendre, il faut vendre. S'il faut acheter, il faut, même si c'est très compliqué au niveau de faire attirer un joueur aux États-Unis sans nécessairement un bon point de chute à Montréal. On sait pas. Il y a beaucoup trop d'inconnus et donc c'est très compliqué. Donc je suis quand même surpris de la nouvelle de Boateng, mais il faut continuer. Cette saison, elle compte. C'est l'an 1 de Thierry Henry. Tu l'as souligné. Il faut le rappeler effectivement. Et il faut pas. Je peux comprendre que l'intérêt est moindre. C'est important d'aller au stade, c'est important de vivre à proximité de son club. Mais pour autant, la saison a tout autant d'importance que les autres. Et il ne faut pas oublier que c'est la première fois de l'histoire de l'Impact en MLS où, à ce temps-ci de l'année, la porte est ouverte. D'habitude, la porte est ouverte au printemps, au début de l'été, quand tu n'as pas les Canadiens, quand les Alouettes n'ont pas recommencé. Là, en ce moment, puis ça, c'est un couteau à double tranchant parce que ça peut être hyper positif. Tu le disais tout à l'heure, tu passes sur une course de 5 victoires de suite. Ce genre de séquence-là va créer de l'enthousiasme, on va parler de série, puis ça va être une histoire remplie de fraîcheur, puis on va oublier qu'il y a quelques matchs où tu t'es pris 10 buts en 3 matchs, puis que les expulsés, ben, c'était à toutes les rencontres pour des raisons complètement stupides. On va sentir que c'était, en bon français, des growing pains et qu'on est passé au-dessus de ça. À l'inverse, si tu passes à côté de ton automne, imaginez, là, si tu ne les fais pas, les séries, sachant que tu es la seule chose qui se passe à Montréal en ce moment, ça fait mal. S'il vous plaît, là, ça va vraiment donner un gros coup de barre parce que c'est pas juste cette année. Tu repars comment en 2021 quand là, ça va être le début. Ton camp d'entraînement à Montréal en janvier 2021, si c'est le début de saison du Canadien, tu fais quoi? Tu vas être mal pris là, pour avoir de l'attention. Et si, là, on ne va pas parler de buzz, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce mot-là, là, on a l'impression que ça s'en va directement dans le clos avec l'Impact de Montréal. Depuis 2015, avec Joey Saputo qui était sorti en pleine épopée de Ligue des champions CONCACAF pour dire qu'il n'y en avait pas, puis se plaindre. Bref, on va se tenir loin de ce mot-là si ça ne vous dérange pas, mais il faut quand même que tu laisses un goût autre que de l'amertume chez tes partisans, chez ton public, dans ton marché, chez les médias, puis chez tes joueurs aussi, parce qu'après ça, il va falloir que tu rames en s'il vous plaît pour repartir la machine en 2021, Jean. Oui, absolument. Et ça rejoint, en fait, tu réponds pas mal tu fais bien la synthèse de la situation. La question qui était tout à l'heure, je vois pas l'intérêt de faire les séries. Bah, moi, je vois pas l'intérêt de ne pas faire les séries. Hein. Écoute, non mais
OK, on essaie de prendre le max. Et comme s'il le soulignait, on tombe là maintenant sur une nouvelle partie très importante de la saison, avec beaucoup de matchs face à des adversaires directs qui vont permettre de situer d'une autre façon l'équipe. Je ne vois absolument pas ce qu'il y aurait à gagner à dire bon, ben, on laisse aller comme on peut, on essaie de faire bonne figure, mais voilà, mais on est déjà en mode 2021. Non, il y a une possibilité avec un modèle, un système qui ouvre la porte à pas mal de places dans la pré-saison. Il faut essayer de le jouer. La Pâte n'est pas non plus en mauvais départ, complètement à la ramasse. Ils sont tout à fait dans le coup là. Ouais, ça commence très clairement avec les Red Bulls, mais après, il va y avoir, oui, une coupure. Il va y avoir une autre période, d'ailleurs, si tu as bien pu regarder le calendrier, il va y avoir une autre période lourde, là aussi face à des adversaires directs au mois d'octobre, si je me rappelle bien, début entre le 3 et le 17, quelque chose comme ça, avec genre 5-6 matchs en 17 jours. Et là, ça va être quoi? Ça va être Orlando. Je pense que ça va être un nouveau match contre la Nouvelle-Angleterre. Là, je pense que ouais, c'est là qu'on va voir vraiment ce que cette équipe-là, donc vers une fin de saison, va être capable de nous montrer. Et oui, c'est important d'être présent, c'est important d'être capable de terminer la saison en disant OK, on a appris, on a progressé malgré toutes les embûches cette saison. On a hâte de remettre ça en 2021 avec que des améliorations. Ouais, la question d'Olivier est intéressante parce que je comprends tout à fait le point de vue. On se demande, ben, il est où l'énorme avantage de faire les séries? Et tu sais quoi? Je peux comprendre ça, mais moi, je le vois à l'inverse. Il y a un énorme désavantage à ne pas les faire. Psychologiquement, ton équipe va être dans le coup. Ton marché va sentir qu'il y avait une opportunité à saisir. On voulait rêver un peu à Montréal pendant que les Alouettes passent à travers leur saison, pendant que le Canadien est habituellement à l'écran ou au Centre Bell. Puis là, on n'a rien, c'est le désert. Donc, l'impact a la possibilité de semer quelque chose là. Si tu passes à côté de ça, je pense que là, ça va vraiment être compliqué l'année prochaine de repartir la machine. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses les séries. C'est pas nécessairement pour ce que tu vas y faire, mais c'est pour être certain de ne pas en être exclu. Et on va finir avec Christophe, les gars. La meilleure position, je te pose la question, Sid, la meilleure position de Safir Taider dans le système 4-4-2 privilégié par Thierry Henry, c'est ce que Christophe nous dit, ne serait-elle pas aux côtés de Victor Wanyama afin, comme on l'a vu, contre Philadelphie? Je pense qu'on va oublier le 4-4-2 parce qu'on pourrait rester dans le même système avec un numéro 10, deux attaquants, mais Maciel laissé de côté pour faire revenir Safir Taider et faire opérer Boyan comme numéro 10. Est-ce que tu penses que c'est, quand tout le monde est en santé, la meilleure option pour Thierry Henry? Alors, la meilleure, je ne sais pas, mais je l'ai dit il y a 2 semaines, je pense, pour moi, on va dire limite naturellement, c'est comme ça que j'aurais vu l'animation de l'impact de Montréal. Maintenant, Safia Taider fait très très bien dans son rôle, entre les lignes, comme tu as dit tantôt, beaucoup de liberté, il a un énorme volume de jeu, il fait bien dans ce rôle-là. Mais si on m'avait demandé de faire l'équipe un peu la Football Manager, c'est plus dans ce rôle-là que j'aurais vu Safia Taider et que j'aurais vu Boyan. Maintenant, bon, la vraie vie, c'est pas Football Manager, donc il y a sûrement des choses que Thierry Henry voit, qui lui fait prendre ces décisions-là. Mais dans l'absolu, et je pense que c'est un peu dans ce rôle-là qu'il évolue avec Rémi Garde, mais bon, dans un contexte beaucoup plus négatif dans l'idée de jeu, pas négatif toxique là, mais négatif dans le fait que l'équipe était très 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 basse sur le terrain. Et je crois que c'est là sa vraie position à Safir Taider. Donc je pense que la question fait beaucoup de sens. Et on va voir si Thierry va essayer de comme rebrasser les cartes à ce niveau. Et pour lui avoir parlé samedi dernier, Safir Taider qui me disait, ben oui, j'ai beaucoup discuté avec Thierry Henry et ben Thierry m'a convaincu, à quelque part, là, je paraphrase, mais de jouer un petit peu plus haut sur le terrain et de sacrifier ce que je préfère le plus, toucher au ballon pour être plus influent, pour être à un endroit plus dangereux sur le terrain. J'ai l'impression que si on disait, regarde, on a trouvé quelqu'un qui aime ça, jouer comme numéro 10, Boyan, puis toi, ben, ça va te permettre de jouer un petit peu plus bas, de toucher plus de ballons.
pas l'impression que tu aurais besoin de convaincre Saphir Tyler très, très longtemps avant qu'il accepte ce rôle-là. Les gars, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. En un mot, Jean, parce que j'aime ça t'obliger à te commettre, est-ce que l'Impact va chercher 3 points au Red Bull Arena contre les Red Bulls? Je te vois venir avec ta question. Ah, les prédictions à Jeannot, hein? Ouais. 3 points. 3 points. Donc moi, je vais te lancer ça dans l'autre sens, Sid. Si on ne va pas chercher les 3 points, est-ce qu'on va commencer à parler de bouton panique pour ne pas faire les séries? Parce que là, ça prend à peu près, là, si on se base sur les années précédentes, 3 victoires sur les 10 prochains matchs. Est-ce que si tu ne gagnes pas et tu enchaînes avec une 4e défaite de suite en fin de semaine, tu commences à être dans le trou? Les séries, c'est quoi? C'est de 1 à 6 ou c'est de 10 à... C'est les 10 premiers? 10. Les 10 premiers. 10, ils les feront, les séries, c'est pas un problème. Maintenant, personnellement, je pense que l'Impact de Montréal doit viser la vraie ligne rouge, qui est celle des 6 premières places, en tout cas la 6e. Donc, on en rediscutera. Les 6 premières places. Là, juste pour être clair, là, au cas que ça sème un petit peu de confusion avant de se quitter, moi, depuis... Oui, je sais, mais moi, depuis que je parle des séries tout à l'heure, là, je parle des 10 premières places. Là, je te trouve ambitieux, pas à peu près avec le top 6. Moi, je suis en train de parler de top 10 depuis tantôt. Tiens, comme quoi, ça va faire une discussion super intéressante la semaine prochaine quand l'Impact aura joué ce match face aux Red Bulls dimanche au Red Bull Arena. Puis cette fois-là, c'est pas l'Impact qui va être à domicile dans New Jersey, c'est bien les Red Bulls. Les gars, merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute. Merci de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF et de partager notre contenu, que ce soit sur le rds.ca/balado-diffusion ou sur iHeartRadio.